Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Bonjour à tous et toutes. Rapidement, je travaille à l'UT des Nations Unies pour les technologies d'information et de communication et a pour mission trois secteurs, radiocommunication, normalisation et développement. Et moi, je travaille dans le secteur de normalisation. Pour ce que Lorraine a introduit, absolument, le Covid nous a appris que on peut travailler chez moi à Genève depuis mars 2010. Tout l'ensemble des 700 fonctionnaires de l'UT travaillent à la maison, en télétravail. Mais ce qui est plus important que nos États membres, nous avons 193 États membres, à peu près 800 entreprises privées qui sont membres de l'UIT et 160 universités et centres de recherche. Tous ces délégués, tous ces participants, presque 1000 participants, en 2019, 2500 participants, mais en 2020, en passant au numérique, au digital, on a atteint presque 100 000 participants à travers le monde. Ah oui. Et nous avons transformé ce sommet qui normalement était à une semaine à peu près au mois de mai, à un sommet numérique toute l'année. Chaque jour, on a un webinar qui traite les sujets de l'intelligence artificielle et leurs applications dans les divers buts de développement durable. Ce qui est important pour la formation, notre sujet aujourd'hui, c'est le contenu qui est très riche et qui est gratuit et qui est disponible sur notre site web. Donc, on a créé un canal YouTube, presque c'est du Netflix gratuit de l'intelligence artificielle. Donc, je rejoins absolument Madame Lorraine sur le fait qu'il y a une abondance d'informations de haute qualité. Il suffit juste de faire le tri et de canaliser ce contenu vers les étudiants, vers les jeunes africains pour qu'ils puissent vraiment tirer profit de cette richesse énorme numérique. Et bien sûr, le premier pas devient l'importance de la connectivité et l'importance que l'UT met sur la connexion de tout le monde, et surtout en Afrique, on a encore 700 millions de citoyens africains qui ne sont pas connectés. À travers le monde, 3,4 milliards de personnes qui ne sont pas connectées, presque 50% du monde n'est pas encore connecté. Et c'est pour ça, c'est la première priorité de l'UT de connecter le monde. Bien sûr, les normes internationales, etc., sont les outils pour cette connectivité, pour ces applications. Mais juste pour commencer, j'ai voulu accentuer ce que Mme Lorraine a dit du point de vue de la richesse du contenu qui est massivement sur le web et l'UT contribue à cette richesse de contenu. Merci beaucoup, Bilal Jaounsi, pour ces éclairages et le partage de points de vue avec Lorraine. Pour aller vers cette hybridation du système, donc, la volonté politique est importante. Comme on le disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de changement de mindset, s'il n'y a pas de volonté politique derrière pour pousser avec plusieurs gouvernements dans le cadre des travaux de l'Union internationale des télécommunications, comment percevez-vous cette volonté politique pour aller vers ces formats hybrides pour travailler en bonne intelligence entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on va faire Oui, plus merci tard. pour la question. En fait, le Covid a accéléré énormément la digitalisation des pays, la connectivité des pays, surtout les pays en développement, qui avaient des programmes, des stratégies nationales, mais l'implémentation n'était pas rapide. Donc, depuis mars 2020, tous nos États membres ont accéléré l'implémentation du digital. Je prends par exemple l'inclusion financière. Donc, il y avait des textes de loi qui étaient ou bien en mode de développement ou développés, mais pas encore utilisés pour, par exemple, l'identifiant numérique du citoyen. C'est un élément de base pour parler d'une inclusion financière. Comme exemple, il y avait beaucoup de textes de loi qui
qui sont nécessaires pour cette intersection entre le secteur de télécom et le secteur financier, donc lorsqu'on parle d'inclusion financière, qui donne l'environnement réglementaire pour que les startups et les opérateurs peuvent développer des services financiers numériques. Tout cela a été mis en œuvre très rapidement parce que les pays n'avaient pas d'autres moyens. Lorsque le pays a besoin d'envoyer des assistances sociales, des centaines de dinars ou de dollars par mois pour les familles qui en ont besoin pour subsister, le seul moyen était la transmission numérique à travers le téléphone mobile. Et on a vu en Tunisie, comme partout dans le monde, une accélération de l'utilisation de l'identifiant numérique digital, le transfert d'argent à travers le téléphone mobile. Donc, pour nous, à l'UIT, on travaillait sur l'inclusion financière depuis 2014. C'était vraiment un moment pour utiliser toute ces rapports qu'on a développés sur l'écosystème d'inclusion financière, sur l'aspect de sécurité, de digitalisation du secteur, sur l'aspect de site web de l'UIT en PDF, et on a vu une explosion dans l'utilisation et les interactions avec les États membres qui avaient besoin d'accompagnement par l'UIT pour accélérer leur inclusion financière. J'ai pris ça comme exemple, mais on peut répliquer la même réponse pour le secteur de santé. Maintenant, on utilise des applications comme IVAX, etc., pour la vaccination et l'inscription en ligne. On peut dire la même chose pour le secteur de transport, pour mieux gérer le secteur de transport en utilisant le numérique. Donc, cette accélération le Covid avait le côté positif de mettre l'accent sur l'importance du réseau, la connectivité, et l'importance de la plateforme digitale pour développer ces services. Je suis très ravi d'avoir Rodrigue avec nous, qui a partagé son expérience du Canada en retour vers l'Afrique, et cette énergie de jeunes entrepreneurs qui est essentielle. Si on voit l'ensemble des pays, comment ils ont répondu au Covid, il y a certainement l'État qui joue un rôle, mais les startups qui ont joué un rôle primordial. L'exemple en Tunisie, par exemple, les petits robots qui ont été utilisés dans les hôpitaux pour gérer pour éliminer l'interaction d'humains, les robots qui ont été utilisés pour gérer le confinement pour que les gens restent chez eux, c'était des startups en fait qui ont fait ça, mais cette collaboration entre le secteur public, le secteur privé et les universitaires qui ont tellement de recherches et de rapports qui étaient prêts, la société civile a joué un rôle très important. Donc, je pense que c'est peut-être la même chose qui a été un peu partout en Afrique, cette accélération de public, privé, société civile et surtout les startups. J'ai vu tout à l'heure une autre présentation des G20 qui parlait des milliards de dollars qui sont maintenant dans le numérique et que les pays, les entreprises classiques sont en train de perdre de l'argent. Par contre, les startups dans le numérique sont en train de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, pour l'Afrique, c'est vraiment une opportunité. Le Covid a été en même temps très tragique, mais a été une opportunité pour relancer et accélérer le numérique dans le continent. Il y a une semaine, je recevais une personnalité, c'est le directeur de la transformation digitale de l'Union monétaire ouest-africaine, l'Union économique, l'UEMOA, qui disait à juste titre que l'UEMOA est en train de travailler sur les accès, qui est aujourd'hui un luxe, pour avoir une connexion qui est fiable et fiable et en permanence. Il faut évaluer ça ça peut aller jusqu'à 50% du SMIC. C'est énorme. 50% du SMIC pour avoir une connexion, donc c'est un luxe pour certains pays, c'est un luxe pour certaines. Aujourd'hui, est-ce que l'UIT travaille avec les États pour justement arriver à améliorer ces accès à bon prix, que les gens puissent se former et puissent faire du télétravail convenablement? Absolument. Pour la réponse à Covid, on a en fait monté un site web pour la résilience des réseaux.
et une initiative ICODI pour la connectivité qui rassemble tout l'ensemble des secteurs de l'UIT, radiocommunication, normalisation et développement, pour vraiment mettre à disposition des États membres, des entreprises, des startups en Afrique et partout dans le monde, tous les outils nécessaires pour développer des connectivités innovantes en utilisant du Wi-Fi, du cellulaire 3G, 4G, 5G, de la fibre, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités de connectivité. Lorraine a parlé, par exemple, de la synchrone. La synchrone nécessite le stockage des informations en local et réduit énormément le coût de l'international pour télécharger ces informations tout le temps, mais en même temps donne des opportunités, des défis aux startups locales d'innover et de mettre en place des plateformes d'enseignement à distance qui sont adaptées à la réalité africaine de point de vue coût de connectivité, de point de vue outils que professeur Jmeil a parlé, les outils de connexion. Donc, est-ce que c'est un smartphone, une tablette, un portable, un PC portable? Tout ça donne une opportunité d'innovation. On ne doit pas oublier que l'inclusion financière a commencé par une innovation africaine au Kenya, l'M-Pesa. Et c'est grâce aux nécessités spécifiques de l'Afrique que l'M-Pesa a été développé. Maintenant, on a d'autres nécessités pour l'éducation à distance dans un cadre qui est différent en Afrique, c'est différent de l'Europe, des États-Unis, etc. Donc, on doit innover en Afrique, comme Lorraine l'a dit, peut-être en asynchrone, en plateforme de stockage local, en utilisant toutes les modes de connectivité possibles. Le professeur Jmeil a parlé de la télévision. C'est un outil très bon marché parce que les ondes sont distribuées partout, l'accès est disponible. Donc, à l'UT, j'ai mis sur le chat le lien de la plateforme Réponse Covid qui donne un ensemble d'outils et d'initiatives. Et je pense l'important là-bas, c'est de signaler qu'il y a une transformation culturelle qui vient avec la transformation digitale. Une transformation culturelle dans le sens où on doit cours sont stockés sur le site web de l'université et ils sont en train de suivre les cours asynchrones. Et ça n'a aucun problème. Il y a 6 heures de décalage horaire entre Toronto et Genève et ça ne pose pas de problème. Donc, il y a une transformation culturelle, une transformation de réglementation et de règles de jeu acceptées et bien sûr la transformation digitale dans l'infrastructure nécessaire, la connectivité, les outils de travail, le data center local, etc. Très bien. Merci beaucoup, M. Jammoussi, pour ces précisions et ces perspectives que vous donnez pour l'avenir.